professeur Chambou. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions. On a reçu une question à travers le canal en ligne, une personne qui suit cet événement. Je dois l'interpréter un peu parce que, en fait, la question dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais je crois qu'elle veut évoquer les différentes résolutions dans les cas des Catalans. Elle dit que si les résolutions de la Cour internationale de justice que moi je même je demande peut aider le pays africain. Je n'ai pas déposé aucune demande dans la Cour internationale de justice, mais probablement la personne qui fait la question fait une référence à la demande que j'ai présentée dans le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, justement sur le sujet de l'autodétermination, le droit du peuple de s'exprimer, de décider librement, de façon démocratique et pacifique, leur avenir. Donc je crois que c'est la question. Elle n'a pas dit à qui la pose, mais peut-être vous, en tant qu'expert en droit, vous pouvez dire si ces cas qu'il y a qui concernent des autres pays, des autres cas qui ne sont pas exactement un pays africain, mais qui concernent ce débat sur le droit à l'autodétermination, le droit au peuple à décider librement leur avenir, ça peut nous aider mutuellement ou non? Oui, je pense personnellement, oui, il est possible. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit reconnu par l'ONU. Tout le problème, c'est dans sa mise en exercice. C'est dans sa mise en exercice. Et dans certains pays où il a été réclamé le droit à l'autodétermination en tant que droit reconnu au peuple, l'ONU, me semble-t-il, a conditionné cela. Il y a certaines conditions qui doivent être réunies. Il faut être repris sur la liste de l'ONU qui reconnaît des peuples qui doivent jouir de ces droits-là. Mais semble-t-il, pour le moment, on n'a que le Sahara occidental qui se trouve sur cette liste-là, un peu la Palestine, qui sont reconnus comme exerçant leur droit à l'autodétermination. Au niveau africain, sans pour aller jusqu'à dire qu'il y a un droit à l'autodétermination, tout récemment, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu dans des affaires ce qui concerne le Kenya. Il y a deux communautés, on appelle les Ogiek, et une communauté, on appelle les Ongorois. Dans ces deux communautés, ce qui concerne le droit de ces communautés-là, en fait, la requête en question portait sur leur droit à protéger leurs ressources naturelles, c'est-à-dire ici, ça portait plus principalement le parc qui était considéré comme la politique qui était adoptée au niveau national par l'État kényan, les décisions qui étaient prises par l'État kényan portaient atteinte à ces parcs-là qui étaient considérés, ces réserves naturelles, comme bien appartenant à cette communauté. Le Kenya, le juge kényan a dit non, une communauté n'a pas un bien propre à lui. Le bien, il appartient à l'État en tant que tel. La question est partie devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la commission, et même la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a estimé que ce peuple en tant que tel, les deux peuples, les Angorois et les Ogiek, ont des droits sur ces parcs et ces ressources protégées. La bonne question qui était posée et à laquelle la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas répondu, c'est celle de savoir est-ce que ces peuples-là peuvent jouir de ces droits-là pour, c'est-à-dire de ce qu'ils possèdent en tant que peuple sur ces territoires-là pour s'autodéterminer et demander une indépendance. Alors, la Cour n'a pas répondu, mais le fait d'ailleurs, mais cependant, le fait n'a pas répondu à cette question, mais le fait de reconnaître qu'il y a des droits qui peuvent appartenir à un peuple en tant que tel et non pas à une nation ou à un État ou à une population au niveau général, c'est déjà quelque chose, un pas beaucoup plus sur la détermination des droits ou des titulaires des droits. Ici, il ne s'agit pas d'un individu comme titulaire d'un droit, mais d'une communauté en tant que telle. Bonjour, j'ai deux questions pour vous.
La première, c'est à peu près le panafricanisme. Dans ma culture politique limitée, je connais que ce mouvement-là, idéologique, est plutôt plus fort dans l'Afrique de l'Ouest, mais je pense que pourrait être un outil pour pouvoir surmonter les tensions politiques qui sont inhérentes à la région des Grands Lacs, et je ne sais pas comment la situation, comment les gens des Grands Lacs pensent sur le panafricanisme. Par rapport à la deuxième question, je voudrais avoir votre opinion sur la question que je veux vous poser. C'est par rapport à ces dernières années, on a vu un croisement spectaculaire des grandes technologies, surtout deux grands thèmes, les réseaux sociaux et la grande majorité de la cartographie. Alors, avant, c'était très difficile de pouvoir régler les frontières nationales, régionales, mais aussi provinciales et locales. Et on voit que, par exemple, dans la Catalogne, d'où je viens, dans les frontières municipales et locales sont très complexes et adaptées à la géographie, mais dans des autres pays, comme les États-Unis, elles sont très simples. Et je pense, je ne sais pas très bien, mais dans votre région, il y a peut-être une séparation entre la réalité tribale, locale, municipale et régionale et la complexité nécessaire des frontières pour harmoniser ça. Et je pense qu'avec toute la nouvelle technologie, Google Maps, etc., et aussi le croisement des réseaux sociaux a été ça a été seulement la société civile, mais c'est une question de temps que toutes ces technologies se déménagent aussi au plan politique. Ça peut aider quand même beaucoup à la démocratisation, à l'harmonisation, d'avoir beaucoup de réseaux sociaux et de jouer beaucoup avec la cartographie pour harmoniser tout ce que vous avez dit de les frontières politiques régionales, locales. Merci. Merci. Le panafricanisme, il est bien partagé en Afrique, partout, et beaucoup plus porté par la jeunesse. D'ailleurs, on en parlait ce matin avec M. Puigdemont qui nous parlait de la rencontre avec le mouvement panafricain. Il est beaucoup plus porté et soutenu en Afrique. Et l'on retrouve les jeunes au niveau régional, en ce qui concerne les pays des Grands Lacs, tous font partie de ces mouvements-là. Alors, il est évident, on peut trouver aussi, je partage les doutes du monsieur qui était au fond, en ce qui concerne certains discours panafricains ou des discours de l'unité et les réalités. Et même de certains leaders qui vous parlent du panafricanisme, de l'union, pour avoir la lutte contre l'Occident, tous ces discours-là, où l'union, et puis l'union plutôt de deux Africains pour être ensemble, puis, là je parle du niveau politique, puis les agissements au niveau des terrains, au niveau régional. On porte un discours panafricaniste, mais on soutient un groupe rebelle. On porte un discours panafricaniste, mais on crée la désolation chez les voisins. Et donc, ça semble être un peu antagoniste comme discours. Mais je crois en la jeunesse, je crois à ces mouvements-là. Et je pense bien que les jeunes Congolais, Rwandais, Burundais, et les jeunes de cette région-là, Kenya, l'avenir de cette région dépend beaucoup d'eux. Et des choix politiques, évidemment, tout en n'étant pas naïf sur des discours politiques qui, des fois aussi, sont contradictoires par rapport à la réalité. Les frontières et la question de la technologie, Google Maps, ce qui concerne la cartographie. La cartographie en soi, c'est en droit, il y a un problème sur la question de la délimitation et la démarcation des frontières. Donc, ça ne signifie pas la même chose.
ce qui est délimitation frontalière, c'est ce que l'on voit sur Google Maps. Donc, Google Maps peut vous faire un bon dessin, il vous montre la délimitation, le Congo est limité au nord par le Sud-Soudan, la Centrafrique, à l'est, le Rwanda. Ça, Google Maps vous montre. Mais ça, c'est la question de la délimitation, qui est donc une action physique, mais de la pensée à représenter les régions et, disons, les limites ou les frontières. La démarcation qui est un autre mouvement qui est différent de la délimitation. La démarcation ici consiste à placer les bornes, à définir au niveau des frontières d'où est les limites entre telle région et telle autre région. C'est là où se pose le vrai problème. Lors de dans les affaires que j'ai citées, les affaires entre la Haute-Volta, donc l'actuel Burkina Faso et le Mali, le problème de la délimitation ne se posait pas. Il n'y avait pas de problème sur cette discussion. Tout le problème, c'était, une fois qu'on imagine la délimitation, et de définir alors, de démarquer les frontières en plaçant les bornes. Et c'est là où le vrai problème se pose. Et donc ici, l'on va déterminer les limites au sens du terme. Ici, c'est le bornage. Et c'est ça la question de la démarcation frontalière. Le problème, et d'ailleurs dans mon discours, j'ai commencé par expliquer au niveau africain comment cela a posé, le problème que cela a posé sur la question de la démarcation des frontières et en appliquant un principe simpliste, mais qui évidemment a semblé résoudre le problème. Tout ce qui était frontière administrative coloniale devient frontière de nouveaux États. Les grands problèmes, lorsque c'est là, on les regarde concrètement, les frontières coloniales ont été discutées à Berlin en 1885, où des élites de rois, de présidents, de ministres européens se sont retrouvés autour d'une table et avaient décidé que cette ligne passe là, et des fois la ligne divisait un royaume, divisait un empire en deux, ou une famille qui pouvait se lever un bon matin en voyant le drapeau de la Belgique, et on vous dit là vous êtes l'État indépendant du Congo, et de l'autre côté c'est l'Angola. Et pour partir voir votre cousin qui se trouve de l'autre côté, il faut un papier. Et donc, pour quelqu'un qui habite cette région, il peut sembler cela comme anormal. Mais la question a été, lors de l'indépendance, tout le monde, même l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, a accepté cela en disant, on transforme les frontières, les anciennes frontières, à des nouvelles frontières, les anciennes frontières coloniales, à des nouvelles frontières, de nouveaux États. Alors, cela est encore beaucoup plus artificiel, à poser des problèmes dans les affaires j'ai citées, mais aussi au niveau interne. La toute première constitution au niveau de la plupart des États africains était discutée autour de est-ce qu'on adopte le fédéralisme, est-ce que l'on adopte un État unitaire. Tout ce qui était idée unitaire ne marchait pas avec les réalités, parce que ces frontières des anciennes colonies devenues de nouveaux États regroupaient plusieurs communautés. Et là, il fallait alors déterminer le partage du pouvoir, donc l'aménagement des territoires, et beaucoup étaient enclins à l'idée donc de constitutions beaucoup plus fédéraux, ou de constitutions qui, quand bien même consacrent un système unitaire, mais reconnaît beaucoup plus de pouvoir au niveau des provinces. Cela pose évidemment problème parce qu'il concerne la RDC, comme je l'ai expliqué, où l'on consacre cela dans les textes, mais l'on ne veut pas concrètement l'appliquer. Et ça, c'est quand même un souci. Bonjour. Je voudrais aussi poser la question par rapport au statut de province. La Constitution de la République démocratique du Congo a prévu à l'article 3
le nombre d'entités territoriales décentralisées, parmi lesquelles les provinces ne se retrouvent pas. Alors, je voudrais savoir quel est le statut que le constituant congolais a voulu donner aux provinces comme collectivités territoriales décentralisées. Merci. En quelque sorte, l'on veut tout simplement dire que le province existe en tant que tel, mais tout le pouvoir qu'il a dans son existence émane des villes qui les constituent et qui, elles, ont un statut de commune, qui ont un statut différent, ou disons, un statut bien reconnu dans la Constitution. Mais en tant que tel, vous avez au niveau de province, là vous avez le gouverneur qui est élu par l'Assemblée provinciale, mais il est représenté au niveau des conseils. Normalement, ce qui est censé, tout devrait partir des conseils communaux. Le pouvoir qu'il a est un pouvoir en direct qu'il tire du gouvernement provincial, qu'il tire indirectement des statuts des entités territoriales décentralisées. Il y avait la parole, Madame Ismail m'a demandé la parole et après à vous aussi. Merci, Monsieur le Président. I would like to say a couple of words about the question that came online in regard to Somaliland. I'm sorry. Well, when Somaliland gained independence in 1960, for 1 year prior to our independence, the British were preparing our heads of government to take over. And we were also, we also became members. So there would be a smooth transition from Britain to Somaliland, members of IATA, members of the Postal Union. We had a seat in the Union, in the United Nations. The African Union did not exist at that time, nor the European Union. Somaliland was occupying 5 seats, international seats, before we united with Somalia. And then when the unification with Somalia came, we were 2 countries that had united, and we were both became members of those institutions that we had brought along, like our dowry, to be members. So Somalia automatically became members of those. Then from 1969, when the communist coup happened in Somalia, the Siad Barre regime, the communist coup, suddenly Somalia became the sole owner, the sole member of those institutions. Somalia represented Somaliland when it had no right to represent us because we were 2 entities. If we, of course, we have approached the International Court of Justice. Who sits there? Who is a member of Somalia? Of course, we want to have a place in the United Nations, but who sits in the seat that belong to both of us? Somalia. Who sits in the African Union or the Organization of African Union before the African Union? Who sits there? Somalia. And the world says that the 53 countries in the African Union have to decide the fate of Somaliland, when in fact, 42 of those 53 were still under colonial rule when Somaliland was independent. Mr. President, it's like the mother having to find proof from her child that she is the mother of this child. We need to have permission of the child. So fairness is only on paper, not in reality. It has not been for Somaliland. Thank you. Bonjour, Yves Nawesh du comité spécial du Katanga. Je voudrais vous poser d'abord, je voudrais vous féliciter, c'était un brillant exposé, un grand merci. J'ai beaucoup aimé votre conclusion. Vous aviez dit que
les peuples locaux devraient avoir un pouvoir considérable. Et vous avez fait aussi allusion au fait que les retenues ne sont jamais assurées. Ça veut dire que toutes les recettes partent à la capitale Kinshasa. Il n'y a quasi rien qui revient dans les provinces, dans les localités pour se développer. Alors, je voudrais poser une petite question par rapport à cela, parce que moi, je suis du même avis, absolument. Donc, nous avons eu un État unitaire, comme vous l'avez bien précisé, parti unique, multipartisme, ça n'a rien donné. On a eu un essai de fédéralisme en 1964 avec le Labour, etc., ça n'a rien donné. Et puis maintenant, nous avons la décentralisation, qui est un grand cauchemar, une grande déception pour beaucoup de populations. Alors, le confédéralisme, est-ce que ça ne serait pas une solution, justement pour répondre à cette question-là? Parce que le confédéralisme, c'est du fédéralisme poussé un peu à l'extrême, parce que justement, les populations locales auront beaucoup de pouvoir et beaucoup de contrôle, et où est-ce que justement, on peut retenir à la base un grand pourcentage pour se développer? C'est une question que je vous pose. Oui, je pense qu'on a eu déjà une forme aussi de régionalisme qui est un peu aussi similaire à un système confédéral. Personnellement, je pense qu'il faut accorder plus de droits aux provinces, aux entités territoriales décentralisées. Je crois beaucoup en cela. Et vu la grandeur de la RDC, il faut cela pour que au niveau de province, il y ait plus de pouvoir. En estimant, on peut estimer toute forme de pouvoir, mais pour autant que cela accorde plutôt plusieurs formes de systèmes, mais pour autant d'aménagement du territoire, de pouvoir, pour autant que cela accorde plus de pouvoir aux provinces, c'est ça, c'est que je pense, et je soutiens bien cela. Et le système, la forme de régionalisme qui a échoué, on comprend bien évidemment dans quel contexte était beaucoup plus consacré. Les systèmes actuels où quand même une forme de démocratie, malgré tout ce que l'on a comme problème au niveau national, mais il existe une démocratie un peu apparente dans laquelle on peut quand même discuter de certaines questions. Mais il est étonnant de constater que depuis 2006, donc quand on adopte la nouvelle constitution, qu'on consacre la décentralisation, cela n'a pas été respecté. L'on a un nouveau régime qui change, qui est là, qui est au pouvoir. Je doute que ce nouveau régime-là a pour priorité d'appliquer la décentralisation, c'est-à-dire accorder plus de pouvoir aux provinces, aux entités territoriales décentralisées. Et cela, c'est une déception. Alors, l'on pourrait parler du confédéralisme, mais je reste un peu dubitatif à sa réalisation du fait que les formes basiques, ici, la décentralisation, ne marche pas du tout. Y aura-t-il vraiment une volonté de pousser beaucoup plus loin que la décentralisation qui ne marche pas pour avoir un système confédéral? J'espère bien que cela advienne, mais en regardant, et ça, c'est au-delà de tout ce qui est gestion du pouvoir, quand vous êtes au Congo, quand vous vivez par exemple à Kinshasa, vous vous considérez beaucoup plus meilleur que quelqu'un qui vit dans sa région en Équateur. Ce qui est étonnant, quand vous vivez aussi dans une ville comme Bukavu, qui est une province, vous vous estimez aussi beaucoup plus meilleur que quelqu'un qui vit dans son territoire. Et vous semblez même penser aller donner des leçons à cette personne-là. Vous connaissez bien son problème. Ça, c'est le grand problème d'un système beaucoup plus centralisé sur un vaste territoire et qui, des fois, ne connaît pas la réalité du terrain. L'exemple à l'Est, vous avez un groupe armé ADF Nalu, qui un groupe aujourd'hui qualifié de terrorisme. Et ces groupes-là se trouvent dans cette région depuis l'époque de Mobutu. Il y a eu plus de mariages avec des populations locales. Vous ne pouvez pas venir de Kinshasa ou de n'importe quelle province de la RDC, penser résoudre ces problèmes-là sans associer la communauté locale qui connaît bien ces groupes armés, que vous soyez président, ministre, que vous soyez.
Vous ne pouvez pas résoudre ce problème-là dans cette région. Vous habitez à 2000 km d'une réalité locale. C'est vraiment une déception. Je crois en cela, j'espère que ça arrive. Le confédéralisme. On avait prévu de finir justement à 12h40. Il y a 2 paroles demandées. Je vous demande d'être très précis. Premièrement ici, après vous. Tout d'abord, merci beaucoup. Votre discours a été vraiment excellent. Je vais vous parler un peu et après je vais vous demander juste une question. De 1957, le gouvernement britannique met en place un conseil législatif aux 6 membres des 24 candidatures ici parties des politiques somalilandais. Le conseiller est créé en vue d'organiser le futur gouvernement puisque l'indépendance est déjà prévue en 1960 en Somaliland, je vous parle. La première élection législative du Somaliland est liée en février 1960, République de la Somaliland. On peut observer que le pays a inscrit dans une démarche multipartie, puisque sur 33 sièges, SNL, c'était une partie, a eu 33 et obtient de 20 ISP et obtient de 12 NIF obtenir. Ma question. L'indépendance de la Somaliland a été prononcée le 26 juin 1960. Comme elle avait dit Ms. Adnan, est-ce que le plus grand problème que nous on a, est-ce que l'UA, l'Afrique, n'est pas la capacité de reconnaître un pays qui existe déjà? Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que c'est l'Union africaine qui pose tous ces problèmes? Merci. L'Union africaine pose pas mal de problèmes et qu'il a du mal à résoudre. Prenons l'exemple même des États qui étaient beaucoup plus reconnus et qui étaient au niveau de l'Union africaine. On a le Sahara occidental, à qui on avait reconnu État membre, qui est même reconnu comme État membre, avec le retour du Maroc qui a des soucis avec le Sahara occidental. On comprend. D'ailleurs, ce qui a fait que le Maroc se retire de l'Union africaine, c'est le fait que l'Union africaine avait reconnu au Sahara occidental et ces statuts-là. Donc, évidemment, ça pose des problèmes beaucoup plus politiques. On voit aujourd'hui avec le retour du Maroc, on essaye un peu à résoudre ces problèmes et beaucoup plus à étouffer les revendications du Sahara occidental. En ce qui concerne le Somaliland, donc je viens de l'apprendre maintenant, le 26 juin, c'est même avant la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance le 30 juin 1960. Donc, l'enfant à naître vient vous faire des leçons. C'est lui qui est né après vous, au niveau de l'Union africaine, veut vous dire, moi, je ne veux pas vous reconnaître, vous. Et donc, c'est quelqu'un qui est né après vous et qui vient vous dire, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Donc, vous naissez après moi, mais vous dites que vous ne me reconnaissez pas. Les grands problèmes en droit international, c'est de savoir est-ce qu'un État existe vraiment en tant que tel par la reconnaissance des autres. Évidemment, la reconnaissance est un acte politique, mais d'importance majeure pour exister en tant que tel, et entrer en interaction avec les autres. Mais un État peut exister en tant que tel sans être reconnu par les autres. Mais c'est quand même très important et c'est des lobbies au niveau politique, des questions de reconnaissance. On voit comment ça se passe au niveau de l'Union africaine, comment ça se passe au sein de l'ONU. C'est des lobbies purement politiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'existence juridique. C'est la question qui se posait, c'est comme chez un être humain. Est-ce que vous existez parce que moi, je vous reconnais? Mais non, que je vous reconnaisse ou pas, ou que je ne vous reconnaisse pas, vous existez à tant que tel. C'est une reconnaissance, par ailleurs importante, dans les interactions avec l'autre, commercer avec l'autre, signer des traités avec l'autre, mais ce n'est pas un élément déterminant d'existence d'un État. Monsieur?
Voilà, ça va. Je suis Félicien. Je viens de la province de l'Itourie. Je vais d'abord commencer par présenter mes compatriotes à Marcelin. Je connais ses frères, ses enfants. J'avais du mal à aborder ce sujet parce que je savais que c'est tout un père de famille qui est en train de passer toute sa vie en prison. Et ses enfants, ils avaient moins de chances de retrouver un père de famille parmi eux. Comme on dit en Swahili, Pole, pour dire ça va aller. C'est une occasion. Pour moi, c'est un rêve de vivre ces moments. Aussi présenter mes compassions à toutes ces familles, vos amis qui ont perdu le leur. Et justice n'a jamais eu lieu. Et vous demandez dans votre élite d'associer ces familles qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur fils, et ne pas prendre une lutte individuelle. Merci au docteur Pierrot. J'ai entendu parler de conflits qui sont à l'Est. Vous n'avez pas cité l'Itourie, qui est en train de perdre ses frères maintenant, où les déplacés sont en train d'être lynchés au niveau des cas. À Beni, où les ADF sont là et actifs. En Itourie, où il y a un mouvement Codeco, il y a FPIC, il y a d'autres groupes armés, bien sûr soutenus et alimentés par des nationaux tout comme des voisins. Et je pense que des projets régionaux avec nos partenaires, il y a l'Union européenne qui intervient, il y a d'autres partenaires au niveau international qui interviennent. Je pense que c'est question de voir aussi les approches. C'est sûr que la paix, c'est un processus. Le développement, c'est un processus. Et c'est dans le cœur des humains que doivent résider les plus grandes valeurs de la paix. Je reste convaincu que, avec l'implication de la jeunesse, qui est instrumentalisée, qui est victime des conflits et qui est aussi auteur et qui alimente des groupes armés, avec l'implication de ces jeunes au niveau régional. Je parle de la jeunesse burundaise, de la jeunesse ougandaise, je parle de la jeunesse congolaise. Il y a des groupes armés au niveau du Sud-Soudan, l'Itourie qui est une province voisine avec le Sud-Soudan, où il y a les Mbororo qu'on ignore. Je pense qu'avec l'implication de la jeunesse, l'invitation active de la jeunesse, a fait que cette jeunesse se prononce activement et directement aux problèmes qui sont les leurs. Je pense que c'est important. Il y a Kinshasa qui est à quelques milliers de kilomètres des provinces où il y a des conflits. Mais vous pensez bien avec moi qu'il y a des villes voisines à chaque province de l'Est de la RDC. Uvira qui collabore bien avec Bujumbura. Il y a des gens qui quittent Uvira pour passer nuit à Bujumbura. Il y a des gens qui quittent Goma pour passer nuit à Gisenyi. Il y a des gens qui quittent Bukavu pour passer nuit au Rwanda. Il y a des gens qui quittent la province de l'Itourie pour passer nuit en Ouganda. Donc, ce sont des provinces voisines. Je pense que s'il est question d'aborder ces questions, il faut associer les deux. Vouloir aborder un problème congolais sans associer les voisins, c'est ne vouloir l'aborder. Je pense que c'est important que lorsqu'il y a des dialogues, que je recommande des dialogues permanents dans le cadre de cohabitation pacifique, que ce jeune soit invité et que ce dialogue soit rapproché de bénéficiaires. Et non pas faire un dialogue comme un dialogue entre les gouvernants qui ignorent, je cite, les problèmes et qui sont souvent acteurs. Et certains qui alimentent, je dis bien certains qui alimentent des groupes armés, des mouvements rebelles. Qu'on les approche. Je donne l'exemple s'il est question d'organiser un forum ou un dialogue. Monsieur, petit moment instant, parce qu'on Voilà. on a défini justement à 1 heure, il y a 2 paroles demandées, et si vous pouvez poser les questions concrètes, je demanderai une réponse plus concrète. Merci beaucoup. Je vais atterrir par là et je pense qu'on pourra approfondir ces questions en bilatéral avec certains entre nous et puis à l'occasion d'autres circonstances. Merci.
Il y a une question, une remarque probablement. Et, si vous voulez, je peux vous demander de poser la question maintenant et après il va faire une réponse globale à la dernière question. Oui, parfait. Je voudrais poser la question toujours par rapport au confédéralisme. Vous qui connaissez un peu le droit, qui se penchez beaucoup sur la Constitution, est-ce que la Constitution en RDC le permettrait d'organiser un référendum populaire au niveau des populations, justement sur la question confédérale? Donc, par exemple, les Catalans faire le référendum. Parce que moi, je suis convaincu, déjà, par exemple, au Katanga, si un référendum chez nous, parmi les populations autochtones, c'est une majorité écrasante qui va voter pour. Et je pense que dans les autres régions aussi. Est-ce qu'il y a une porte ouverte? Est-ce qu'il y a un mécanisme au niveau juridique qu'on pourrait y aboutir? Merci. Je pense évidemment, oui, le référendum, il est possible. La modification de la Constitution, elle est possible, sauf, comme le dit la Constitution, certains éléments de la Constitution qui ne peuvent pas être modifiés. Alors, on comprend bien que certains éléments sont évidemment beaucoup plus protégés par crainte de retour en arrière à ce que le pays a connu comme des systèmes de partis uniques, de partis État. Mais moi, je pense qu'il est possible, et pour autant que cela soit adopté et voté au niveau d'un référendum organisé au niveau national. Et tout cela, c'est des questions qui, normalement, devraient être discutées au niveau du Parlement. La question qui consiste à le Congo va disparaître, c'est possible. C'est possible qu'un État, les États naissent, disparaissent, ils vivent et ils disparaissent. Je sais que c'est choquant et souvent quand on pense aux États, moi, comme juriste du droit international, je connais pas mal d'États qui sont nés, d'autres qui sont morts et d'autres qui sont nés après. Alors, quand on est nationaliste, on se trouve que c'est choquant, on imagine un État comme quelque chose de transcendantal, d'éternel. Et oui, il existe certains qui appellent leurs villes des villes éternelles. Mais voilà, cela est possible. Mais il faut tout simplement penser l'État. Et dès lors que le peuple décide de la forme à adopter, et c'est cette forme-là qui l'emporte. Et cela n'est pas fataliste. Il s'agit tout simplement que cela soit un choix politique et pas aussi des États à naître d'un génocide comme on en connaît, ou des États qui sont nés de massacres dans l'ex-Yougoslavie. Et donc, ce n'est pas à imaginer cela, mais c'est possible. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de questions encore à poser. Je vous suggère après, parce qu'on doit quitter la salle exactement d'ici à 2 minutes,
Et je voudrais dire le dernier mot pour remercier à vous tous votre intervention, les questions qui sont été posées, les réponses, surtout nous d'avoir aidé à connaître mieux connaître cette réalité puissante que c'est l'Afrique de ce 21e siècle. Merci. Et en tout cas, un espoir pour ce qui nous rejoint ici. C'est la liberté, c'est la démocratie, ce sont les droits de l'homme. Merci bien et bonne journée.